tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour un nouveau Qu'as-tu lu, le Qu'as-tu lu de la semaine, le Qu'as-tu lu, le petit rendez-vous hebdomadaire. Maintenant vous avez l'habitude. Je vais donc vous parler de 4 romans que j'ai lus la semaine dernière. Et enfin, romans. Il y a un livre de développement personnel et 3 romans. Et on va commencer tout de suite par le livre de développement personnel. C'est Un esprit bof dans un corps pas ouf de Anne-Sophie Girard aux éditions Flammarion. Quand j'ai vu ce titre passer, je me suis dit, ce titre, c'est moi. Parce que ce titre reflète ce que j'ai pensé de moi pendant les 40 premières années de ma vie. Voilà, j'ai 45 ans, donc je vous laisse faire le calcul. Et vous saurez à peu près dans quel état d'esprit je me trouvais. Donc, ce livre, c'est un livre de développement personnel. Oui, mais pas que. C'est un livre de développement personnel qui casse un petit peu les codes des livres de développement personnel. Comme le dit Anne-Sophie Girard dans ce livre, la quasi-majorité des livres de développement personnel, et c'est vrai que j'en ai lu quand même pas mal, mettent le focus sur l'individu, sur le soi, sur voilà, le fait de se recentrer sur soi-même, de prendre soin de soi, de mettre l'individu, mettre sa personne au centre de tout. Ce que nous dit Anne-Sophie Girard dans ce roman, c'est que on ne peut pas baser une réussite, on ne peut pas baser un bien-être, son bien-être à soi, sur sa seule personne. Je m'explique. On nous cite souvent des réussites fulgurantes, telles que Steve Jobs, qui a commencé son activité dans son garage. Il a construit son premier ordinateur dans son garage et il a connu le succès qu'on lui connaît. Certes, mais on dit souvent qu'il s'est fait tout seul. Et Anne-Sophie Girard nous remet un petit peu les pendules à l'heure là-dessus et nous dit que il ne s'est pas fait tout seul. Il a bénéficié d'opportunités. À un moment de sa vie, il a rencontré quelqu'un qui lui a donné une opportunité qu'il a su saisir. Il lui a que des personnes lui ont donné des opportunités, lui ont donné une chance à saisir. Et c'est lui, ok, c'est lui qui l'a fait, mais il a su saisir ces opportunités. Donc elle nous dit que on ne peut pas être bien que tout seul. Il faut remettre un petit peu de collectivité dans nos vies. Elle dit aussi souvent qu'on se met des barrières parce qu'on pense à ce que les autres peuvent penser de nous. Et elle a tout à fait raison sur le fait de dire que les autres se foutent totalement de nous. Tout à chacun, on a tous peur de ce que les autres peuvent penser de nous, alors que, on s'en fout. Pendant très très longtemps, je ne voulais pas courir en short parce que j'avais honte de mes jambes. Je me disais, oh non, je vais courir en short, tout le monde va voir ma cellulite qui ballotte, la honte, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça. Et puis, l'année dernière, on est parti en vacances avec mon chéri, et c'est vrai qu'au club, et même partout ailleurs, là où on était, on voyait des gens de corpulence et de morphologie complètement différentes, qui se foutaient royalement du regard des autres, et se baladaient en short, se baladaient en débardeur, assumaient complètement le maillot de bain de 2 pièces ou 1 pièce, peu importait sa morphologie. Et là, j'ai pris conscience que voilà, les gens assumaient complètement ce qu'ils étaient et décidaient de porter ce qu'ils voulaient en faisant fi du regard des autres. Et donc, je me suis dit, au diable les varices, j'ai tenté. Donc, j'ai pour ça acheté 2 shorts pour pouvoir courir
Et dès qu'il faisait beau, à partir du moment où il faisait beau, je mettais mes shorts pour aller courir. Et force a été de constater que le regard des gens n'a absolument pas changé. Les gens s'en foutent que tu cours en legging, que tu cours en pantalon, que tu cours en corsaire, que tu cours en short. Les gens s'en foutent que du fait que tu sois en short. Donc je me suis dit, j'assume. Maintenant, dès qu'il fait beau, dès qu'il y a un rayon de soleil, dès qu'il fait chaud, je cours en short. Point. Et cette année, encore une fois, quand on est parti en vacances, j'avais l'habitude de me couvrir pour me balader dans l'hôtel. Je ne voulais pas me balader en maillot de bain. Parce que je me dis, mais voilà, je me balade à moitié à poil dans l'hôtel. Voilà, qu'est-ce que les gens vont me penser, tout ça. Et puis bah là, cette année, je me suis dit, bah de la merde. Fuck le regard des autres. Je me suis baladée en maillot de bain, comme tout à chacun, parce que je voyais pas mal de gens se balader en maillot de bain sans pour autant se couvrir. Donc voilà. Bon, je vous rassure tout de suite, hein, je me rhabillais pour aller au restaurant. Hein. Je passais pas non plus toute ma journée à moitié à poil en maillot de bain. Je rassure tout le monde. Mais tout ça pour dire que dans ce livre, Anne-Sophie Girard nous parle elle aussi de son expérience personnelle. Et son livre est aussi documenté de nombreux extraits d'articles scientifiques. Donc voilà, c'est pas un livre de préceptes à avaler tout cru sans réfléchir. Ce livre fait beaucoup réfléchir et fait porter un autre regard sur soi et sur les autres aussi. Parce qu'on n'est rien sans les autres, on n'existe pas sans les autres. Il faut aussi dire aux gens ce qu'on trouve de bien chez eux. Il faut distribuer de la bienveillance à tous pour pouvoir nous en récupérer. C'est donnant-donnant, c'est win-win. Et c'est absolument pas moralisateur. Et je dois dire que la lecture de ce livre est arrivée à point nommé pour moi, parce que c'était une période de remise en question, enfin, j'essaie de m'accepter, d'accepter mon corps comme il est, de m'accepter comme je suis. À 45 ans, il serait peut-être temps, vous me direz, et de se foutre du regard des autres, parce que les autres, ils pensent exactement la même chose vis-à-vis d'eux. Donc les seules barrières qui nous empêchent d'avancer, ce sont celles qu'on se fixe nous-mêmes. Et en faisant tomber ces barrières petit à petit, peut-être que j'arriverai à un sentiment de plénitude, je ne sais pas. Mais en tout cas, si un jour j'ai un coup de mou, je pense que je relirai ce livre qui foisonne de bons conseils, voilà, de petits tips comme ça, de choses toutes bêtes qui sont... et qu'on oublie parfois tellement elles sont simples, tellement elles sont évidentes, mais on ne les voit pas ou on ne les voit plus. Et franchement, c'est très chouette. Et j'avoue qu'au début, il y a une phrase qui était très vraie. Dans beaucoup de livres de développement personnel, on dit « si on veut, on peut ». Voilà, si on veut, on peut. Les pouvoirs magiques de la volonté, et que sky is the limit. Voilà, à se mettre, voilà, si c'était aussi simple, si on veut, on peut. Si c'était aussi simple, bah, tout le monde le ferait. Sauf que oui, si on veut, on peut, mais pas tout seul. Voilà. Et voilà, le 4e de couverture le dit. Portée par une lucidité désarmante, Anne-Sophie Girard nous offre ici un guide à contre-courant qui va radicalement changer notre vision des choses et de nous-mêmes. C'est vrai. Moi, j'avoue que j'ai lu ce livre au bon moment. Et ça me conforte
vraiment dans la voie que j'ai choisi de suivre depuis quelques mois. Et j'avoue que ça me fait extrêmement du bien. C'est extrêmement décomplexant, c'est déculpabilisant. Et je vous conseille vraiment de lire ce livre. C'est pas de la démagogie, c'est vraiment de la bienveillance. Il y a de l'humour aussi dans... Parce que bon, Anne-Sophie Girard, elle est humoriste, mais elle est tellement d'autres choses. Et franchement, c'est une très très bonne chose de lire ce livre. Et ça peut ouvrir beaucoup de perspectives à tout à chacun. Ensuite, on va partir sur complètement autre chose. J'ai lu La fille de l'ogre de Catherine Bardon aux éditions Les Escales. Ce livre est la biographie de Flor de Oro Trujillo, fille de Raphaël Trujillo, qui a été... c'était le dictateur de Saint-Domingue pendant 30 ans, de 1931-32 jusqu'à 1961. Et Catherine Bardon s'est attachée à la biographie de sa fille, qui est maintenant un personnage complètement oublié de l'histoire de Saint-Domingue. C'est une jeune femme, une petite fille, une jeune femme qui a grandi dans l'ombre de l'ogre des Caraïbes, surnom de son père à l'époque. Le roman commence quand Flor de Oro est une toute petite fille. Elle a une admiration et un amour sans borne pour son papa. Comme n'importe quelle petite fille, dès qu'il rentre à la maison, elle est en joie, elle fait tout pour attirer son attention, elle fait tout pour s'attirer son amour, elle fait tout pour briller à ses yeux. Et elle adore plus que tout danser avec son papa. Et les années passant, l'ambition de Raphaël Trujillo commence à prendre de l'ampleur. Il ne s'en cache pas et il envoie sa fille dans un pensionnat en France afin qu'elle acquiert une excellente éducation pour ne pas qu'elle lui fasse honte et que... grosso modo, qu'elle soit son faire-valoir. Il lui dit pas comme ça, mais entre les lignes, c'est complètement ce qu'il souhaite. Mais voilà, c'est une petite fille, elle a 9 ans, je crois, quand elle est envoyée en France. C'est la première fois qu'elle quitte son île, c'est la première fois qu'elle quitte ses parents, et elle se retrouve toute seule dans un pays complètement étranger, dans un pays où elle ne parle pas du tout la langue. Et on va suivre son apprentissage comme ça durant les quelques années que va durer son exil forcé en France, où elle va apprendre un certain nombre de choses. Elle va apprendre à monter à cheval, elle va apprendre le piano, le golf, les bonnes manières. Et son père, en partant, lui a dit de lui ramener les meilleures notes. C'est pas des bonnes notes, c'est les meilleures notes. Il fallait qu'elle soit la première absolument partout pour qu'il soit fier d'elle. Et quand elle revient, elle a 18 ans. Donc elle a quand même passé quelques années en France sans revenir dans son île. Elle a dû revenir 1 ou 2 fois dans son île natale entre-temps. Et quand elle revient, elle tombe amoureuse d'un soldat qui fait partie de l'armée de son père. Et alors comment il s'appelle déjà voilà, comment j'ai pu oublier, Porfirio Rubirosa. Et ça va être son premier amour. Ils vont se marier contre l'avis de son père, mais ils vont se marier parce qu'ils s'aiment. Et on va suivre comme ça toute la vie de Flor de Oro. Elle s'imaginait se libérer du joug de son père en épousant Porfirio, et il s'avère qu'elle a troqué une cage dorée pour une autre. Le mariage durera 5 ans, et il faut savoir que Flor de Oro se mariera 9 fois. Elle a été mariée 9 fois, donc Catherine Bardon nous relate l'histoire de ses mariages, l'histoire de la fin de ses différents mariages, et en fait, tout au long de la vie de Flor de Oro,
elle aimera toujours son premier amour, elle aura toujours en tête Ruby, comme elle le dit, elle suivra de loin la vie de son ex-mari, il y aura une compétition entre deux, à qui sera le plus heureux en mariage. Ils vont suivre la vie de l'un de l'autre par journaux interposés. Mais toute sa vie, Fleur de Oro subira le joug paternel. Toute sa vie, elle espérera un signe d'affection de son père, qu'il fera vraiment quelque chose pour elle et non pas quelque chose qui servira sa carrière, qui servira ses ambitions politiques, qui fera quelque chose pour elle sans contrepartie aucune. Et franchement, elle aura une vie... elle aura une vie de souffrance, et Catherine Bardon nous relate la vie de souffrance de cette femme qui ne trouvera jamais le bonheur, qui subira les foudres de l'alcool, qui essaiera de mettre, même en mettant de la distance entre elle et son père, elle aura toujours... il saura toujours ce qu'elle fait, il aura toujours manœuvré pour qu'elle rentre dans les rangs. J'avoue qu'au début, Fleur de Oro était quand même décrite comme une petite fille riche, comme une petite fille gâtée, et rapidement, on verra qu'elle subira toute sa vie cette souffrance, de grandir dans l'ombre de cet homme qui n'aura de cesse que d'asseoir sa domination sur son territoire, sur ses habitants, sur sa famille. Et c'était vraiment un roman passionnant, parce qu'au fur et à mesure du récit, on se prend d'affection pour cette femme. Je vais vous montrer un portrait de Fleur de Oro. Voilà. Je trouvais ce portrait très révélateur. C'était une très très belle femme, et derrière, voilà, on voit cette femme très souriante. Mais alors derrière ce sourire se cache une femme qui a souffert toute sa vie. On nous explique en fin de roman que sa tombe est complètement laissée à l'abandon sur l'île de Saint-Domingue. Et voilà. Catherine Bardon a ici mis en lumière un personnage oublié de l'histoire de Saint-Domingue. J'ai trouvé ce roman absolument passionnant. Catherine Bardon a fait des recherches absolument phénoménales sur ce roman pour vraiment donner du corps, donner vraiment tout un esprit, tout ce qu'il y a de plus réaliste, et rester au plus près de la vérité de ce qu'a été la vie de Fleur de Oro. Franchement, moi j'aime bien ce genre de romans qui font découvrir un pan complètement méconnu de l'histoire contemporaine, de l'histoire de notre monde contemporain. Et voilà, sous couvert de l'histoire de Fleur de Oro, on apprend aussi tout ce que Raphaël Trujillo a fait. Alors on ne sait pas tout, mais voilà, tous les complots, voilà, comment il a fait assassiner des dissidents et des opposants à sa politique. Enfin, voilà, c'est un roman extrêmement passionnant, à la fois historique, à la fois contemporain, à la fois c'est l'histoire d'amour d'une petite fille vis-à-vis de son papa, et des histoires d'amour entre Fleur de Oro et ses différents maris. Et franchement, c'est vraiment un livre à découvrir. Ensuite, j'ai lu, dans des genres complètement différents, j'ai lu le deuxième tome des Panthères grises, Flic au père, de William Scrépin aux éditions Albin Michel. Rappelez-vous, l'année dernière, j'avais lu le premier tome de ces Panthères grises, de ce petit groupe de mamies qui font partie d'une troupe de théâtre et qui ont, dans le premier tome, bien malgré elles, contribué à participer à une enquête de police. Et donc, elles ont constitué un groupe qui s'appelle les Panthères Grises. Ce sont des enquêtrices un peu hors normes, il faut bien le dire,
Et ici, dans ce roman, on retrouve donc toutes les mamies, tous les protagonistes, et c'est l'anniversaire d'Alice. Alice qui est un petit peu malheureuse quand même, parce qu'elle a subi un gros chagrin d'amour. Oui, on peut être une personne âgée et toujours avoir le cœur qui bat à 100 à l'heure et avoir des aventures. Et donc, elle est extrêmement malheureuse car sa dernière histoire d'amour s'est malheureusement terminée en flop. Et ses copines, pour lui remonter le moral, lui organisent une fête surprise où elles arrivent toutes déguisées en panthère. Je vous laisse 2 secondes imaginer le tableau. Et Alice s'est aperçue qu'elle avait des nouveaux voisins dans la maison de celle qui a été l'une de ses meilleures amies pendant un temps. Elles se sont quittées fâchées, car il s'est passé quelque chose entre elles deux, chose qu'Alice n'a jamais pu pardonner à Juliette. Sauf que Juliette est décédée récemment et quelqu'un habite dans la maison de Juliette, et il s'avère que cette personne, c'est Chloé, la petite fille de Juliette, qui squatte un petit peu la maison en attendant que la succession soit terminée. Et elle squatte la maison avec son petit ami Dan et leur chien Tupac. Tupac qui est un jeune pitbull, un peu foufou, et qui adore courser les chats. Voilà, pour vous situer un petit peu le topo. Et un jour, Alice surprend également 2 rôdeurs dans son jardin. Elle appelle la police. Comme elle a gardé la carte de visite de l'enquêteur du tome précédent, elle l'appelle et lui dit « Bon bah écoutez, j'arrive tout de suite, je suis devant chez vous. » Oh là là, les rôdeurs se rapprochent. Et là, ils s'aperçoivent que, à la fois, le commissaire s'aperçoit qu'il est dans le jardin d'Alice, et Alice s'aperçoit que ces rôdeurs ne sont tout autres que 2 policiers. Donc du coup, il rentre chez Alice et lui explique qu'il surveillait la maison, justement, de Juliette, car il soupçonne le petit ami et Chloé d'organiser un gros coup sous les ordres d'un truand, et ils veulent en fait surveiller ce couple pour pouvoir mettre la main sur le plus gros poisson. Et donc, ils vont installer tout leur système de surveillance dans la maison d'Alice, et elle va donc se retrouver avec les 2 flics chez elle, ce qui va engendrer un certain nombre de situations un petit peu rocambolesques, car comment expliquer la présence de 2 flics chez une mamie tout à fait ordinaire? Il faut bien compter sur l'imagination des panthères grises pour pouvoir imaginer toutes sortes d'explications plus loufoques les unes que les autres. Et donc, on va suivre l'enquête de ces 2 policiers, aidés, bien malgré eux, malgré tout, par les panthères grises qui se sont prises d'affection pour Chloé, qui est une jeune fille très attachante au demeurant, et elles s'aperçoivent très vite que Dan, son petit copain, est pas franchement franc du collier. Il a la main un peu leste, pour preuve les différents bleus retrouvés sur le corps de Chloé, et il est extrêmement violent également avec le pauvre Tupac, qui est encore très jeune, qui est encore un bébé, mais il veut l'endurcir car il veut le faire participer à des combats de chiens. Donc on a tout ce petit monde qui vont cohabiter à la fois dans la maison d'Alice et dans la maison où vit Chloé, et on va encore une fois assister à une enquête menée tambour battant par nos sémillantes octogénaires. Ici, on est rentré vraiment tout de suite dans le vif du sujet, tout de suite dans l'action, étant donné qu'on n'avait pas toute la période de présentation des personnages. J'ai adoré retrouver ce groupe de petites vieilles. Là, ici, dans ce roman, l'auteur ne s'est pas attaché à tous les préjugés qu'on peut avoir sur les personnes âgées. On se dit, bon bah voilà, c'est une petite grand-mère, elle va rester tranquille, elle se couche avec les poules, elle boit sa petite tisane, et hop, à 8 heures au lit. Non, là, on est vraiment au cœur de l'action,
Et on a vraiment tous les caractères des différents personnages qui se manifestent. Évidemment, on se focalise un peu plus sur Alice parce que c'est quand même chez elle que tout se passe. Et moi, je m'attache de plus en plus à ces personnes âgées, à ce club de mamies qui rêvent de autre chose que de jouer aux cartes et au loto et au bingo au club du 13e âge du coin. Et donc, quand elles peuvent s'incruster dans les enquêtes du commissaire Moelleux et du capitaine Dupuis, elles y vont. Donc, c'était vraiment un excellent moment. J'ai passé un super moment avec ce roman. Encore une fois, c'est une série qui est extrêmement sous-cotée. Sur YouTube, je la vois extrêmement peu passer et c'est dommage parce que ces Panthères Grises gagnent vraiment à être connues et on passe vraiment un excellent moment avec elles. Enfin, et là je vais passer un petit peu rapidement sur ce roman parce que c'est quand même le 5e tome d'une saga. Il s'agit de The Expanse, Les Feux de Cibola de James Corey. Donc je vous mettrai la petite vignette ici, dont j'ai terminé la lecture audio la semaine dernière. J'avais commencé cette lecture audio avant que je parte en vacances et donc je l'ai terminée la semaine dernière. Encore une fois, on retrouve James Holden et l'équipage du Rocinante, Naomi, Alex, Amos, mince, j'ai eu un trou. En plus de ça, c'est un de mes personnages préférés. Dans ce nouvel opus, et ici, en début du roman, le Rocinante se trouve à l'arrêt pendant quelques mois, car il a besoin d'un certain nombre de réparations, parce qu'il a subi quelques dommages quand même. Et du coup, l'équipage se trouve un petit peu désœuvré et chacun décide de partir, chacun de son côté, afin de, comment dire, reprendre attache avec son passé. Et donc, on suit chacun des personnages du Rocinante dans une partie vraiment privée de leur passé. On apprend vraiment plus à les connaître. Et alors, je vous cache pas que tout ce qu'ils vont vivre dans ce roman, chacun de leur côté, a quand même un lien avec tout ce qui se passe autour de la ceinture, tout ce qui se passe autour de l'anneau, et que même s'ils prennent des chemins différents, à un moment ou à un autre, ces chemins vont tous se recroiser. Et pour pouvoir, pour qu'ils se retrouvent et qu'ils fassent front commun, encore un nouveau danger. Que vous dire encore de cette saga? À chaque fois que je vous parle d'un nouveau tome, je vous dis que j'adore cette saga, et pour cause, je dévore les tomes les uns à la suite des autres. J'ai d'ailleurs commencé l'écoute du tome 6. C'est vraiment une régalade. Et j'ai une copine, je crois que c'est Elodie, qui me l'a dit, ou Émilie, je ne sais plus, c'est l'une des deux, qui m'a dit que The Expanse avait été adapté en série télé. Et j'avoue que j'ai grandement envie de regarder ça, parce que j'ai envie de voir comment que ça a été adapté en série télé. Alors j'ai regardé un petit peu sur internet et a priori la série télé a l'air à de très très bons avis. Mais en tout cas, je vais peut-être quand même finir la saga complète avant d'attaquer la série télé, parce que j'ai pas envie de me spoiler. Voilà. Mais en tout cas, j'adore cette saga que j'ai découverte grâce à Armance. Et franchement, je ne regrette pas la découverte de cette saga. Je me régale à chaque fois. Et dans chaque tome, on retrouve des personnages des tomes précédents. Comment vous dire la joie quand je retrouve Avasarala dans un des tomes, car j'avoue que cette vieille dame qui est l'émissaire terrienne aux Nations Unies, cette dame qui n'a pas la langue dans sa poche, qui a un vocabulaire extrêmement fleuri. En tout cas, j'adore ce personnage. Elle est vraiment d'enfer. Et voilà, je vous le dis, je vous le répète,
Il faut découvrir cette saga de science-fiction. C'est pas de la hard SF, c'est extrêmement accessible à tout à chacun. Franchement, sautez le pas et allez découvrir cette saga de science-fiction. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et si je vous ai donné envie de découvrir les romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez lu la semaine dernière. Je serai toujours ravie de vous lire. Vous savez que j'adore répondre à vos commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous êtes aussi très nombreux à me demander si l'été en série va revenir cette année. Oui, l'été en série va revenir cette année. Je pense que je vais vous faire la vidéo sortira, je pense, la semaine prochaine, où je vous parlerai de ce challenge et je vous présenterai peut-être mes envies de saga que je compte lire cet été. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà, je vous fais un petit teasing, comme ça vous êtes au courant. Et donc voilà, je vous souhaite donc une très très belle journée, de très très belles lectures. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!